donc moi c'est Mathieu Guibé, je suis auteur et éditeur aux éditions du Chat Noir, entre autres. Et bon, on va dire que ça fait peut-être maintenant une quinzaine d'années que je publie des romans. Et puis là, les éditions du Chat Noir ont fêté leurs 9 ans au mois de juin dernier. Donc, pour ceux qui connaissent pas exactement, c'est une maison d'édition spécialisée dans l'imaginaire, plus particulièrement le fantastique. On aime bien tout ce qui est un petit peu dark, creepy, horreur, gothique. Après, forcément, on a développé d'autres collections. Et puis moi, ça fait 8 ans et demi que j'y suis. Donc voilà, Ah oui. je fais pas partie de la création. C'est une maison d'édition qui a été créée par Cécile Guillot. Oui. Mais j'ai rejoint très vite l'aventure et voilà, on essaie de faire notre petit bonhomme chemin éditorial dans le paysage de l'imaginaire francophone. D'accord. Oui. Mais ça fait longtemps que vous êtes sur le marché. Du coup, je pensais pas autant. Je savais que ça faisait un moment, mais plus de 10 ans, j'imaginais pas. Alors ça fait pas encore 10 ans, on croise les doigts, hein, mais du coup c'est vrai que on monte les étapes, les marches une à une, quoi. Donc on était vraiment une petite maison d'édition et puis petit à petit, de sortie en sortie, on arrive à agrandir notre public Oui, tout à et fait. notre visibilité surtout. Donc c'est vrai que les gens maintenant entendent peut-être plus facilement parler de nous que il y a 7-8 ans où là on a vraiment dû faire une très grande tournée en France sur tous les salons du livre possibles et inimaginables Et pour oui. essayer de se mettre. Et oui, bien sûr. De toute façon, il y a toujours un commencement. On commence toujours quelque part pour arriver là où on en est aujourd'hui. Ok. Déjà, juste avant de te poser plein de questions, je voulais déjà prévenir les personnes qui nous regardent que si elles en ont, elles peuvent d'ores et déjà les poser. Je les prendrai à la fin du live. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ben moi, pour commencer, déjà, j'aurais voulu savoir un petit peu, je suis très curieuse, ton parcours scolaire et ton parcours professionnel. Qu'est-ce que tu as fait avant d'en arriver là où tu es aujourd'hui? Ok. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique dans le sens où j'ai suivi plutôt des études scientifiques, D'accord. donc rien à voir avec le littéraire. C'est un peu gênant quand j'ai des étudiants qui sont en master édition qui viennent me demander des conseils sur les cursus à suivre et tout ça parce que j'ai pas du tout suivi la voie universitaire pour être éditeur. Et Oui. surtout, je pense qu'à mon époque, ça devait exister, mais c'était très très rare. Maintenant que je vois il y a un nombre incalculable, en France tout du moins, un nombre incalculable de masters sur le métier de l'édition, sur les métiers d'édition, traditionnel, numérique, traduction, enfin, maintenant, il y a des cursus bien établis pour mes éditeurs. Moi, j'ai suivi un cursus scientifique, donc j'étais spécialisé en biologie, éthologie, donc comportement animal, et j'ai été jusqu'à faire une thèse sur l'apprentissage chez les seiches et les pieuvres. Ah oui, Donc donc vraiment rien à voir. Vraiment rien à voir. J'ai enseigné un petit peu à la fac pendant ma thèse. Et disons que l'aperçu que j'ai eu du monde de la recherche pendant ma thèse m'a pas donné envie de continuer pendant 40-50 ans dedans. Alors j'aimais beaucoup la recherche, j'aimais beaucoup la science, mais j'aimais pas trop le fonctionnement du monde scientifique en France, ou du moins plus là, même plus largement, je pense à l'échelle mondiale, il y a vraiment un souci de rentabilité, de compétitivité, et c'est assez enfin mon impression c'est que c'était assez malsain, même s'il y a vraiment une émulation scientifique du fait de partager avec d'autres chercheurs, mais que c'est supplanté par le besoin de rentabilité et de publication. Donc je me suis immergé plus dans une passion que j'avais qui était l'écriture. D'accord. Et en rencontrant le Chat Noir, en ayant un bon début avec le Chat Noir, on s'est dit avec Cécile que quitte à avoir un bon début, autant tenter tout de suite d'en faire quelque chose. Et si ça marche pas au bout de 2 ou 3 ans, de reprendre une activité normale, on va dire. Et en fait, pour l'instant, ça marche, donc on touche du bois. Et ah bah donc oui, voilà, tout à fait. j'ai switché de scientifique à littéraire, mais voilà, j'ai fait de ma passion un petit peu secrète mon métier au grand jour, on va dire. Oui, donc tu as quand même commencé par l'écriture pour après bifurquer dans l'édition, et c'est d'ailleurs auteur, mais tu as commencé par là. Je crois que j'avais publié mon premier roman peut-être un an avant de commencer ma thèse.
en 2008 ou en 2009, quelque chose comme ça. Ok. C'est pas un grand souvenir éditorial, mais voilà, c'est pour dire que déjà avant la fin de mes études, j'avais déjà mis un pied un petit peu dans le monde de l'écriture. D'accord. Et du coup, tu m'as dit que tu as co-créé la maison d'édition avec Cécile, c'est ça? Non, alors, elle l'a créé, Elle a créé elle? toute seule. Enfin, elle avait des associés à l'époque, Oui. mais c'était sous forme associative. Donc voilà, il y avait un bureau Ok. d'association. Moi, j'ai rejoint l'aventure. Alors, en fait, c'est tout bête. J'avais soumis en tant qu'auteur un manuscrit, et après je les ai rencontrés sur un salon, et de fil en aiguille, c'est pas un secret, mais je suis en couple avec Cécile, donc qui a créé la maison d'édition, et donc du coup j'ai aidé à la création. Donc j'ai rejoint peut-être l'aventure ouais, 9 mois après la création. 9 mois après la création. Ok. Donc, Oui, donc par contre, assez tôt quand même. ouais, le fait de passer ensuite l'association en société, ouais, on peut dire que j'ai aidé à créer la société en elle-même, mais le chat noir est plus ancien que la société. Ok. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais, bon, finalement, c'est pas toi qui l'as créé dès le début, mais t'es arrivé vraiment pas loin. Donc, quelles seraient les grandes étapes à suivre, en fait, finalement, pour se lancer dans l'édition, pour créer sa propre maison d'édition? Je pense que déjà il faut euh, identifier une envie éditoriale qui manque dans le paysage littéraire du pays où vous vous trouvez. C'est vrai que en France, au niveau de l'imaginaire, on va dire que la fantasy marche très très bien. La SF aussi sur une certaine tranche d'âge et de public. Le fantastique, ça a très bien marché, je dirais au 19e, mais il y en avait un petit peu moins où c'était peut-être cantonné à la jeunesse. Il y a eu, ça a pas mal dévié sur les romans d'horreur. Je sais que dans les années 80, 90, les romans d'horreur fonctionnaient très bien, Oui, mais ça tout à fait. s'était un petit peu perdu, on va dire, dans les années 2000. Donc Cécile a identifié cette envie. Et après, c'est tout bête, hein, c'est elle en tant que lectrice, elle a envie de lire ça. Oui, elle a vu ce qui lui manquait et elle a sauté le pas, en fait, Exactement. Et finalement. à un moment, si tu le trouves pas en librairie, si t'écris un petit peu et si tu as le courage d'avoir envie de publier, tu vas chercher les manuscrits et tu les publies toi-même. Donc déjà, identifier cette envie et se dire est-ce qu'elle manque, et du coup est-ce que c'est viable en tant que société de proposer ce genre-là. Si elle manque, est-ce que ça veut dire que en fait personne ne veut en lire, ou au contraire est-ce qu'il y a un marché? Donc on va dire que c'est un petit peu une étude de marché conceptuelle, moins précise que vraiment faire une étude, mais au moins se poser la question de savoir qu'est-ce que je vais proposer en tant qu'éditeur, et est-ce que les lecteurs ont envie de cette chose-là. Oui. C'est une des premières étapes. Ça, c'est quelque chose qu'on fait éventuellement à chaque fois qu'on veut créer une nouvelle collection Oui. au Chat Noir. Est-ce que si on veut, nous, on a une envie particulière de défendre un certain genre, est-ce que les gens ont envie de trouver ça au Chat Noir? Donc on se pose un peu ces questions-là. Puis on réfléchit aussi au premier titre qu'on pourrait choisir pour défendre cette collection. Oui, bien sûr. La deuxième étape, c'est de se renseigner sur le métier. Il y a beaucoup d'ouvrages qui permettent d'aider à créer une petite maison d'entreprise, enfin même une maison d'entreprise entre guillemets. Il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce qu'on veut être diffusé? Est-ce qu'on veut pas être diffusé? Voilà, faut bien connaître la chaîne du livre, savoir comment ça fonctionne. Et après essayer de trouver son modèle économique. Donc il faut trouver le modèle éditorial, le concept éditorial, trouver le modèle économique. Puis après, bon, il y a un petit peu d'administratif, mais on va dire que ça, de toute façon, il y a toujours des personnes, des organismes pour vous aider. Et faut se fier dans le bain. Ne pas. Après, il faut avoir le recul et l'expertise pour pouvoir juger le texte des autres, et les aider à le rendre meilleur, à gommer les défauts, à ce qu'il soit à la fois unique et qu'il ait son identité, mais à la fois qu'il ait un sens dans votre ligne éditoriale, dans votre catalogue à vous. Ok, ouais, tout à fait. Donc en fait, à chaque fois vous reprenez dès le début, en fait, finalement, dès que vous faites quelque chose d'autre, vous recommencez un petit peu comme si vous rouvrez une nouvelle maison d'édition
à chaque collection? C'est les mêmes Pour les étapes. collections, ouais. Et puis alors il y a des collections qui ont plus d'enjeux que d'autres. Si je prends les dernières qu'on a lancées, qui sont un peu particulières, et on parle presque de label plus que de collection. Ok, C'est oui. parce que Château Hanté, on est parti sur un public qui nous connaissait pas du tout. Donc nous, on était plutôt ciblé adultes. Après, on a fait des collections ados, mais enfin ados young adult. Donc c'est large, hein, c'est 15-30 ans les young adult, donc Oui, ça reste tout à fait. très adulte. Là, on était vraiment, on est sur du middle grade avec Château Hanté, donc on vise 9-12 ans. C'est un public qu'on n'avait pas. Ok. C'est un format qu'on n'avait pas, c'est des livres poche. Donc c'était Oui, donc voilà. tout commençait à repenser en fait finalement. Ouais, voilà, c'était un nouveau. Et puis il y a Chat-Blanc où là c'est même pas du fantastique ni de l'imaginaire, c'est du young adult contemporain. Donc voilà, c'est des ouvrages qu'on aime bien lire. On aime bien découvrir justement cette espèce de veine young adulte qui se réussit dans le fait d'intégrer des thématiques vraiment très importantes dans des récits plutôt ciblés ados, qui se veulent divertissement, mais impactants. Je vais pas dire éducatif, c'est pas éducatif, mais au moins impactant et qui traitent de thèmes importants. Bien sûr. Et on avait envie d'essayer ça au Chat Noir. Donc on est un peu sur une conception de yin et yang avec vraiment un pôle imaginaire et un pôle contemporain, alors qui est beaucoup moins développé et qui a encore besoin de trouver sa place dans notre lectorat. Mais comme tu dis, voilà, c'est des choses où on doit les penser, on doit savoir si c'est viable, si c'est pas viable. On sait qu'il y en a, ça va être plus dur que d'autres à installer. Mais voilà, c'est des enjeux qu'il faut réfléchir au début. Après, il n'y a pas de, c'est pas, il faut tenter quand même. Enfin, il faut tenter. Enfin, là, je parle de collection. C'est sûr que monter une maison d'édition, ça se mature un petit peu plus. Mais voilà, au moins pour les collections, à un moment, il faut prendre le risque. Et oui, bien sûr, tout à fait. Et du coup, comment ça se passe là? Vous êtes combien au sein de la maison d'édition, si c'est pas indiscret, bien sûr? Alors, on va dire que pour le pôle éditorial, on est 2. Avec Cécile, on fait tout. Depuis, je dirais 1 an et demi, on a Alison Germain qui est notre community manager et qui gère tous les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Je vois parfaitement. Et puis on a de l'aide pour tout ce qui est compta un peu administratif, on va dire. Ok. Donc du coup, tout ce qui est lorsque vous faites des nouvelles collections, c'est vous, enfin toi et du coup Cécile, qui regardez les livres, qui faites un peu bêta lecteur et qui choisissez. C'est vous deux, vous faites tout à 2. Ok. On va dire tout ce qui est créatif, éditorial, on fait principalement à 2. Alors des fois on consulte pas mal nos auteurs aussi. Parce que déjà on a une bonne relation avec eux. Il y en a qui sont avec nous depuis longtemps et qui nous apportent un regard extérieur sur le Chat Noir. On sait aussi que quand on crée certaines collections, c'est peut-être eux qui vont la remplir avec des romans. Donc on essaye de brainstormer un peu avec eux pour savoir si ils ont pas des idées, s'ils avaient des projets qui pourraient s'inscrire dans ces veines-là. Donc disons que le côté pour initier le travail créatif, c'est avec Cécile, mais après on n'hésite pas à recueillir des avis extérieurs de la part des auteurs. On a pas mal on travaille aussi avec les mêmes traducteurs aussi pour tout ce qui est traduction. Donc pareil, quand on a une idée de traduction, on va aussi les consulter eux avant de choisir avant de valider la traduction. Enfin voilà, on se renseigne, on est 2. Mais la réflexion va au-delà du cercle. Ouais, vous prenez tout le monde en considération avant de faire quoi que ce soit, quoi. Oui, il y a que les lecteurs qu'on démarche pas trop parce que après si on va sur les lecteurs, on peut avoir tout et n'importe quoi et c'est pas forcément ceux qui parlent le plus qui vont être plus représentatifs il suffit de poser une question, je sais pas, est-ce que vous voulez sur un roman sur des clowns vampires? Et puis les 10 personnes qui répondent sont fans de clowns vampires et vont dire oui. Et on va dire tiens, il y a 100% de oui, mais en fait il y a que 10 personnes qui ont répondu. Oui, donc c'est pas représentatif de tout le monde en fait. Après on peut pas toucher tout le monde. Donc le sondage qu'on fait va rester dans l'environnement professionnel. Aussi traducteur, éventuellement illustrateur. La collection Château Hanté est illustrée par Minahem.
du coup, c'est vrai qu'elle elle a été consultée dans le processus de mise en place de la collection. Mais voilà, ça reste au niveau professionnel. Mais il y a quelqu'un qui dit ça justement, c'est chouette de prendre tout le monde en considération comme ça, et je suis vraiment d'accord. Je trouve ça chouette de pouvoir prendre des conseils de tout le monde et de créer quelque chose un petit peu qui convienne à toute l'équipe, quoi. C'est top. C'est top. Bah Et après, du coup, le but, c'est que les gens soient investis, soient contents d'être au Chat Noir quand ils oui, publient. Ils savent que leur création artistique fait sens au sein du catalogue du Chat Noir. bien sûr, bien sûr. Et du coup aussi, ben, là, je suis obligée de poser la question. Finalement, si c'est trop indiscret, tu me stoppes, hein, n'hésite pas. Par rapport au fameux virus dont on ne prononce plus le nom, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été facile à gérer ou au contraire extrêmement difficile? Comment vous avez été impacté? Alors je t'arrête, mais pas pour parce que tu dis comment ça s'est passé, mais c'est pas comment ça s'est passé, c'est comment ça se passe. Oui, tout à fait. Oui, on est loin d'avoir fini, donc oui. Alors la situation est loin d'être finie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a été le plus touché pendant le confinement et que alors on a eu beaucoup de soutien pendant le confinement avec des gens qui ont acheté en numérique, des gens qui ont acheté sur la boutique, et Okay, je savais pas. on va dire que financièrement ça a pas mal contribué à passer les premiers mois, mais dès Ouais. que le confinement en France a été terminé, les gens ont eu le sentiment que c'était terminé et que nous on reprenait une activité normale. Alors c'est peut-être le cas pour certains éditeurs qui sont diffusés et donc qui passent par les librairies, et en effet les librairies ont rouvert après le confinement, et Oui. après, Oui, je tout à sais fait. pas s'il y a encore du recul sur le chiffre de vente après le confinement. Je suis pas sûr que les gens rachètent des livres comme avant, mais nous du coup on n'est pas en librairie, donc nous c'était les salons Ouais. et on va dire les ventes internet. Sauf que bah, les salons, ils reprennent pas. Et oui, Hein. voilà, non, c'est pas prévu. Nous, Hein. le dernier salon qu'on a fait, c'est Bruxelles, c'était début mars. À Oui. l'automne, on a eu les Aventuriales, qui est un petit salon près de Clermont-Ferrand. C'est le seul qui n'a pas été annulé. Et là, tout le reste est annulé jusqu'à on ne sait pas quand, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est on ne sait pas. Le livre Paris vient d'être repoussé Ouais, j'ai vu ça. de 2 mois. Il est repoussé en même temps que les Imaginales, qui est un autre gros salon de l'imaginaire. Oui, Donc, pour vous, c'est clair, c'est un des salons les plus importants, je pense, l'imaginaire. et alors, la chose, c'est on fait les démarches pour s'inscrire, on s'inscrit, certains salons, on paye les stands, et on n'a aucune assurance que le salon va bien avoir lieu, donc on peut Et ouais. mettre... alors, il rembourse les stands, hein, en général, Heureusement, d'ailleurs. mais l'argent peut être bloqué pendant plusieurs mois du fait qu'on a eu besoin de le verser et qu'on va pas forcément le retoucher dès que c'est des annulations. Donc c'est aussi une trésorerie à gérer. Donc c'est compliqué. Moi aujourd'hui, je peux dire bah on est encore on vend sur internet, on est encore ouvert, on n'est pas dans le rouge, OK. Mais on ne sait pas si c'est quelque chose qui va se préparer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ouais, c'est le Et flou. le problème, c'est que ça, a priori, ça a plus tendance à se rallonger qu'à se rétrécir, cette situation Ouais, tout à difficile. fait. Donc, Tout à fait. Et du coup, vous avez, enfin, là, suite à tout ça, vous avez fait comment? Vous avez continué à faire des parutions ou au contraire, vous avez préféré rester focus sur celles qui étaient déjà sorties? Qu'est-ce que s'est passé de ce point de vue-là? alors du coup, on a continué les parutions. Par contre, pendant le confinement, on a repoussé celle qui devait sortir au mois de juin. Ok. Alors, au niveau, on va dire au niveau théorique, on essaye de caler nos parutions par rapport au salon qui égrène l'année. Ouais. Donc, par exemple, on a Bruxelles en février, on va avoir les sorties de février pour Bruxelles. On a Livre Paris fin mars, donc les sorties d'avril, on les sort un petit peu en avant-première à Livre Paris. Celles de juin, on les sort fin mai pour les Imaginales. Donc, on a un peu un rythme de sortie comme ça calé sur les gros salons importants. Ok. Or, à partir de Paris, c'est annulé. Donc, celles de Paris, vu que ça a été annulé au dernier moment, elles étaient déjà sorties. En plus, on avait Bruxelles un peu plus tard cette année, donc elles étaient déjà sorties. Mais celles des Imaginales, au final, on les a pas sorties parce que on savait qu'on les vendrait pas sur le salon. Donc, on les a repoussées à mi-août. D'accord.
Et celles qui devaient sortir en novembre, on les a ravancées fin septembre. Pour Du coup, le seul salon qu'on a fait, les Aventuriales, on avait tous nos titres 2020 disponibles. Ok. Donc voilà, on en a repoussé certaines, on en a avancé d'autres. Donc là, on a sorti tout ce qui était tous les titres qui devaient sortir en 2020. Et puis pour 2021, a priori, les premières devraient arriver au mois de février pour Bruxelles. On a fait l'inscription, mais voilà, on ne sait pas s'il aura lieu ou pas, quoi. On croise fort les doigts, en tout cas, j'espère. Et du coup, je continue un peu dans cette lignée de parution. Je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui regardent le live actuellement. Et je pense que certaines doivent pas oser te poser la question, donc je fonce pour elles. Comment ça se passe si on est un jeune auteur et qu'on souhaite te faire parvenir un manuscrit chez les éditions du Chat Noir? La question. C'est la question qui revient tout le temps. C'est très compliqué, parce qu'en fait, d'une part, on sort pas beaucoup de titres dans l'année. On en sort entre 15 et 20, en sachant que sur le total, il y a des suites, il y a des traductions, il y a la collection Gothica, où c'est des rééditions d'ouvrages classiques. Donc c'est pas forcément c'est pas forcément des nouveautés. C'est pas 20 nouveautés. Oui. Il y a des suites de séries et oui, tout ça. Voilà, c'est pas 20 nouvelles licences, on va dire. Et sur ces titres-là, on a une bonne partie de nos auteurs déjà installés qui renvoient des nouveaux manuscrits. Donc finalement, une année peut se remplir très rapidement avec les traductions, les nouveaux tomes de sagas existantes, les nouveaux manuscrits d'auteurs déjà installés au Chat Noir, et puis normalement il y a un titre de Gothica et un artbook. Okay. Et ça, on monte très rapidement déjà à une quinzaine. Donc après ça va être pas beaucoup de place pour intégrer des nouveaux auteurs. Alors comment on en sort quand même? Alors comment on fait pour les rencontrer? C'est sûr qu'on peut pas passer trop de temps à recevoir et lire tous les manuscrits qu'on reçoit, même quand on est fermé, parce que quand on est fermé, les gens en reçoivent quand même. Alors en général, ça se fait, il y a un petit côté feeling. Alors des fois, ça peut être une rencontre avec un auteur sur un salon, et puis on voit qu'on aime bien son univers, on commence à discuter, et puis on voit qu'il a des projets. Des fois, ça peut être quelqu'un qui fait une demande spontanée, mais c'est quelqu'un peut-être qu'on connaît un petit peu parce que c'est des lecteurs du Chat Noir, ou c'est quelqu'un qui va se présenter d'une certaine manière où on sent qu'il y a une sensibilité qui peut correspondre à notre recherche éditoriale. Bien sûr. Parce que c'est vrai que dans les manuscrits qu'on reçoit de manière spontanée, mais qui n'ont pas du tout renseigné, se sont renseignés sur ce qu'on fait au Chat Noir. Et oui, bien sûr, tout à fait. En plus, vous êtes que deux, donc il faut que vous réussissiez à vous répartir le travail à deux, ce qui est moins évident aussi. Ça. Et donc, du coup, en général, nous, ce qu'on aime bien faire, on fait des anthologies de temps en temps. Il y en a une en cours là. On est en train de lire les nouvelles pour l'appel à texte sur l'anthologie anniversaire des 9 ans. Et en fait, le fait de travailler avec des nouveaux auteurs dans cette anthologie nous permet de savoir si on a envie de leur demander des projets ou non. Donc en général, pour nous, c'est la meilleure façon de trouver des nouveaux auteurs, parce que non seulement on a une expérience littéraire avec eux sur un texte, et puis on voit aussi comment ça se passe au niveau, on va dire, humain, professionnel. Et après, de là, on peut partir sur un projet plus important. Oui. Après, je me doute que en étant fermé ainsi à des nouveaux manuscrits, on perd peut-être des choses qui nous auraient énormément plu, mais oui, tellement noyé dans la masse que c'est pas facile. Hein. Après, il y a aussi, on peut trouver la saga d'Alison Germain. Alors, on connaissait Alison parce qu'elle suivait un peu le Chat Noir, et que moi, je sais qu'elle avait lu un de mes romans et qu'elle l'avait défendu. Et puis, quand elle a commencé à écrire sur Wattpad, du coup, elle a bien aimé ce que j'ai écrit. Je vais aller voir ce qu'elle écrit. Et j'ai trouvé ça très pertinent dans la collection Féline, donc qui est très urban fantasy, parce qu'il y avait un côté très mythologie réinventée, modernisée. Moi, j'ai beaucoup aimé l'imaginaire développé dans Percy Jackson, par exemple.
Non, elle a fait un truc très fouillé, très adulte, enfin plus adulte que Percy Jackson, et en Oui. plus avec des thèmes mythologiques qui sont moins connus, on va dire. Mm. Elle montre vraiment un amour de la mythologie, mais vraiment dans un contexte d'urban fantasy très moderne. Et donc j'ai trouvé ça très pertinent pour la collection féline. Et je me suis dit, voilà, mais c'est nous qui avons été au devant du projet, qui avons été nous renseigner sur Wattpad et qui avons initié la chose. Pareil, Nox, on l'a repéré sur un Wattpad d'Eloi Stang, et c'était parfait pour une ambiance chat noir très spooky, ambiance sorcière. Oui, tout à fait. Et ici, on a nos thématiques, voilà, tout ce qui est sorcellerie, ça fait partie des premières thématiques du chat noir, et mythologie, tout ce qui est religion païenne, c'est des thématiques qui ont un petit peu donné naissance au chat noir, bien avant le côté un petit peu, euh, on va dire, horreur, spooky. C'était vraiment le côté fantastique. Alors, il y avait le côté gothique vampirique, on va dire, et puis Oui. le côté vraiment mythologie païenne, relation avec la spiritualité, la nature, des choses comme ça. Donc, c'était deux facettes bien ancrées du chat noir. Et je pense que c'est toujours celle-là qui nous permettent de pas trop nous éloigner de ce Mm. qu'on doit choisir comme manuscrit. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est positif de voir que vous allez aussi récupérer des auteurs chez Wattpad. Donc, je pense qu'il y en a certains qui doivent quand même écrire dessus. C'est une plateforme qui est très connue. Donc, Oui. ça laisse quand même un petit espoir. C'est génial. Et je profite du coup qu'on soit un peu dans l'ère numérique. Est-ce que tout à l'heure tu m'as parlé donc du coup de vente numérique qui avait un petit peu cartonné pendant le confinement. Moi, j'aurais voulu savoir en fait finalement quelle est ta position par rapport au livre numérique. Qu'est-ce que en tant qu'éditeur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors j'ai jamais eu j'ai jamais rien eu contre le numérique. C'est vrai que alors c'est très français de vouloir ralentir l'émergence du numérique, ou des éditeurs avec des prix exorbitants, voire plus chers que du papier. Donc nous c'est en fait on a calculé le prix de notre livre numérique de manière à ce que l'auteur soit rémunéré de la même façon En papier. que ce soit un livre papier ou un livre numérique, l'auteur touche la même chose. Ok, c'est génial d'avoir fait ça pour eux, c'est top. Donc en fait c'était ça notre souci de réflexion, c'était pas du tout de savoir si on allait marger comme des porcs sur un livre numérique. Donc moi je lis pas mal en numérique, mais de fait c'est venu avec le travail parce que tout ce qui est lecture de manuscrits, voilà, je lis en numérique, donc de fait ça m'a donné les bonnes habitudes. Après, c'est comme tout, hein, il y a eu l'émergence du MP3 sur le CD. Ben, s'ils veulent vendre un objet physique, ben on fait un bel objet physique. Mm. Et là, on peut pas le retrouver en numérique, donc Non. à voir. Hein. Mais on peut pas reprocher aux gens d'avoir juste envie d'une tablette qui va prendre un Oui, minimum de tout place à dans fait. la valise avec 800 livres dessus, et on peut pas reprocher aux gens d'aimer sentir l'odeur du papier, de tourner les pages, Tout à fait. De toute façon, les deux ne sont pas incompatibles, hein, bien au contraire. exactement, mais c'est chacun fait ce qu'il veut, c'est ça en fait le truc. Hein. Je suis parfaitement d'accord. Et du coup, je rebondis parce que j'ai une question qui a été posée sur Facebook avant le live d'une personne Ouais. qui participe au Blue Box Club, du coup. Et elle voulait savoir, en fait, ce que Blue Box apportait, justement, aux éditions du Chat Noir. Alors nous du coup donc avec Boobox je crois qu'on a été je sais pas dans les premiers partenaires je pense je sais que avec Angéline on est en contact depuis un moment, mais c'est de la visibilité et un canal de diffusion qu'on n'avait pas avant, donc c'est de faire connaître pour des gens qui ne nous connaissaient pas. Alors en plus il y a le côté box surprise où les gens Oui. voilà vont tomber sur nos livres sans savoir qu'ils allaient forcément tomber dessus. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous découvrent via ce moyen-là. Donc c'est une autre vitrine. C'est Et je pense que c'est tout l'intérêt d'avoir toujours un partenaire, Oui, c'est tout à fait. de pouvoir être relayé là où les gens nous auraient pas forcément connus ou entendu parler de nous. Tout à fait. Bon, mais c'est positif, c'est génial.
Et du coup, toujours pour rester un petit peu dans l'édition, moi je voulais savoir en fait si tu pouvais nous donner 3 mots positifs sur le monde de l'édition et au contraire 3 mots moins positifs. Je vais pas dire négatifs, moins positifs sur le monde de l'édition. Bon allez, 2, pas forcément 3, c'est peut-être beaucoup. Je vais voir ce que je trouve. Alors dans les positifs, il y a vraiment passionnant, mais ça va regrouper plein de choses. Ça va être le fait de faire un métier passion. Ça va être le fait d'explorer des imaginaires impressionnants. Ça va être le fait de travailler avec des personnes humaines exceptionnelles. Oui. Et c'est vraiment des rencontres, travailler avec, mais aussi avec un lectorat passionné. Enfin, vraiment, les échanges avec les lecteurs, c'est aussi pour ça qu'on aime les salons. Hein. C'est parce que finalement, on rencontre le lecteur et c'est vrai que non seulement il y a des liens qui se tissent, mais parfois des amitiés même. Donc voilà, c'est je dirais même ce mot en lui-même suffit à décrire le côté positif de la chose. Après, ce que je peux rajouter, c'est que indépendance dans le sens où c'est notre boîte à nous, donc on est notre propre chef et puis notre propre côté créatif, parce que c'est vrai qu'avec Cécile, on va souvent dans la même direction. Au niveau des envies créatives, on est rarement en conflit, et puis si on n'a pas forcément les mêmes goûts, on laisse quand même la place à l'autre. Donc voilà, il y a le côté indépendance qui est bien. Et voilà, 2 mots, indépendance et passion. C'est parfait. Négatif, alors il y en a un, je dirais, alors attends, faut que je trouve le bon mot pour exprimer l'idée. Je te laisse il y a un côté boulimique. Je vois. Saturation, de la saturation du marché, tu vois. Alors on y contribue puisqu'on est une maison d'édition parmi tant d'autres, mais il y a trop de sorties voilà, c'est le marché est noyé. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un nombre de pépites incalculable qui sera jamais connu parce que c'est noyé dans la masse. Autrement, je pense qu'il y a des livres qui sont peut-être surcotés et qui ont un soutien médiatique énorme. Tout à fait, bien sûr. Et ça vient, je pense que ça vient de la chaîne du livre avec ce système des retours où finalement on peut sortir tout et n'importe quoi. En fait, ça revient et c'est détruit, et donc les libraires perdent pas d'argent dessus. Et du coup, par contre, ça force les éditeurs à avoir beaucoup de nouveautés en fait, parce que du coup, c'est financièrement, c'est les nouveautés qui vont alimenter, c'est comme un roulement en fait. Les nouveautés amènent de l'argent, les retours en fait perdre, et on doit être à l'équilibre. Et puis des fois on a un best-seller qui fait que on est un peu plus dans le rouge. Ça compense un peu plus. On est un peu plus dans le vert, et des fois on a des retours, trop de retours, on est un peu plus dans le rouge. Et si on sort des nouveautés, a priori ça alimente toujours la machine pour avoir des sous qui arrivent. Mais du coup, ça noie tout. Donc, faudrait repenser la chaîne du livre, mais je sais pas quand et comment. Voilà, c'est. Il y a beaucoup à faire, et surtout par où commencer sur tout ça. Mais oui, et c'est compliqué parce que, par exemple, j'essaie de voir dans les autres secteurs. Par exemple, la chaîne alimentaire, on revient sur du local. Voilà, les circuits courts, la proximité, du bio. Mais c'est pas faisable avec le livre. Celui qui porte son livre, il peut pas, s'il veut en vendre, il peut pas. Ça existe pas un circuit court. Donc je sais pas. Je sais pas. Il y a eu des initiatives faites. Hein. Il y avait le Peuple de Mu, l'éditeur, qui avait créé une petite librairie qui faisait que des indépendants de l'imaginaire. Alors peut-être si ça avait été à l'échelle nationale, voilà, comme un Cultura, mais un Cultura que d'éditeurs indépendants, de petits éditeurs indépendants, et les gens l'auraient su, voilà, s'ils allaient dans ce magasin, ils savaient que c'était des livres qu'ils trouveraient pas ailleurs parce que c'était des éditeurs qui n'étaient pas diffusés. Mais voilà, c'était à l'échelle d'un magasin dans une ville, et du coup, ça n'a pas la portée que si c'était une chaîne nationale. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué de réfléchir. Surtout que nous, au Chat Noir, on n'a pas, comme on a fait étape par étape en commençant par le bas, on n'a pas une vision globale de ce marché des libraires. On n'y est pas.
On peut avoir des réflexions, mais elles peuvent être très naïves. En fait, elles peuvent être très loin de la réalité des choses. Donc, on essaye de réfléchir à tout ça. Je sais que pendant un temps, on démarchait les diffuseurs pour essayer de diffuser en librairie. Maintenant, est-ce qu'on on se pose plutôt la question de savoir si ça vaut vraiment le coup. J'ai l'impression que on est dans une étape du système qui est sur le point d'éclater en fait. Ben alors après, ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas. Et je me dis qu'il va changer et si on s'inscrit maintenant au dernier moment dans ce système. Oui, ouais, dans la dernière, le dernier wagon. Ouais, est-ce qu'on va avoir le temps d'y faire notre place avant que ça pète? Je sais pas. Donc voilà. Donc tout ça, c'était pour le premier mot qui était saturation. Et le deuxième mot, si tu trouves pas, je te ferai pas de procès, ça ira. Non, mais après c'est un métier chronophage et nous dans notre situation, on doit faire vraiment la tournée des salons. C'est comme on est multicasquette et qu'on doit faire énormément de choses. Bien sûr. On va dire que c'est fatigant et c'est peut-être pas suffisamment gratifiant au point par rapport à la fatigue et l'énergie qu'on injecte dedans. Des fois, voilà, on se dit on voit que ça fait 9 ans qu'on travaille et qu'on est encore à ramer et que il y a un petit virus qui arrive et que ça peut tout remettre en cause. Alors c'est pas un petit virus, hein. Oui. Il a pris un peu plus de c'est pas la taille qui fait la dangerosité, mais voilà, on voit qu'on est bien peu de choses et que tous les efforts qu'on a mis depuis 9 ans, ça peut être balayé en quelques mois parce que les décisions gouvernementales sont pas faites pour aider la culture et au moins les petits éditeurs. Donc voilà, c'est plein de choses qui voilà, ça demande beaucoup d'énergie pour pas grand chose, on va dire. Si ce n'est la liberté de faire la passion. Que vous aimez, Ouais, en tant que métier. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, pas ça pour décourager les gens. Hein. Et d'ailleurs, je pense que nous, c'est l'expérience Chat Noir, mais il y en a qui peuvent trouver des modèles économiques de maisons d'édition qui va être peut-être beaucoup plus, je sais pas. Probant. Qui financièrement vont faire plus de preuves, qui vont demander moins d'énergie. Ça peut être un choix de ligne éditoriale qui est tellement particulier, qui vont être les seuls sur ce marché et qui vont trouver un lectorat et que ça va suffire pour donc voilà, je vois pas mal de collègues qui je trouve ont des bonnes idées, ont des bonnes communications, ont un bon modèle de sortie et un bon modèle financier sur les sorties, sur le nombre de sorties, sur la façon dont ils travaillent. Nous, on s'est inscrit dans un système. Après, c'est dur de repenser un système quand il est installé. Ça, c'est pour ça aussi que je disais qu'il faut bien réfléchir à ça avant. Oui, dès le début, bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment pas, c'est pas impossible. Hein, et puis voilà, faut bien réfléchir. Non, on va pas se laisser abattre. Si jamais il y en a qui veulent aller dans l'édition, tout va bien, ça va bien se passer. Oui. Je vois quelqu'un qui me dit ça me motive pour mes études d'édition, merci. Ah, puis on n'est pas obligé de créer sa maison d'édition, hein. Il y a plein de maisons d'édition qui embauchent aussi. Hein. Oui, c'est sûr, tout à fait. Oui, on a créé, bien sûr. Là, je dis que en tant qu'éditeur, c'est exhaustif parce qu'on est multicasquette et qu'on a plein de choses à faire, mais on peut être éditeur, je sais pas, chez Albin Michel et être salarié et juste. Tout à fait. C'est d'autres façons de faire. Et après, les dirigeants dirigent et nous on édite. Bon là, c'est juste qu'on est deux et que on se retrouve à quasiment tout faire à deux, mais. C'est ça. C'est qu'à moins de se faire greffer des bras à un moment donné, vous pouvez pas aller plus vite que ce que vous faites déjà, c'est pas possible. Mais voilà, le monde de l'édition est bien plus large que ouvrir sa maison d'édition. Bien sûr, tout à fait. Il y a beaucoup de métiers au sein de l'édition et je pense que tout le monde peut trouver chaussures à son pied. Et du coup, je profite parce que tu me disais tout à l'heure que justement c'était difficile parfois parce qu'on est un peu noyé dans la masse. Et je rebondis là-dessus parce que justement, je voulais savoir comment ça se passait au sein des éditions du Chat Noir. Est-ce que vous avez, je sais pas, une espèce de rentrée littéraire, un petit peu comme on peut le voir en septembre chez les gros éditeurs? Est-ce que ça fonctionne comme ça aussi chez vous? Non, bah c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on essaie de caler nos sorties sur les gros salons. Donc on va dire, on va avoir les sorties de Bruxelles, on va avoir les sorties de Livre Paris, on va avoir les sorties des Imaginales. Et nous c'est pas la rentrée littéraire, pas très importante parce qu'on n'est pas
la rentrée littéraire telle qu'on l'appelle. On Oui. n'est pas en librairie, donc c'est pas, ouais, c'est pas Ça très vous perçu. concerne pas directement. Mais bon, le fait est qu'on va avoir des salons au mois d'octobre, donc finalement, on cale quand même des Oui. sorties sur la rentrée. Et c'est vrai qu'on évite un peu la sortie estivale parce que les gens ont pas forcément envie d'acheter des livres pendant les grandes vacances. Ils ont un budget à Oui, insuffler c'est vrai. dans d'autres. C'était sur les premières années là où on était moins connus. On avait 2 périodes un peu creuses. Donc c'était l'été, ce qui est Ouais. logique. Les gens ont un budget vacances. Et c'était Noël. Alors Noël au début, on se disait. Ah ouais. C'était un petit peu étrange parce que bon, mais en fait, comme les gens ont un budget cadeau pour les gens, Ah oui, bah oui. ouais, donc Et oui, je vois. maintenant qu'on a gagné en visibilité, en Et oui, notoriété, bien on va sûr. dire, on fait partie des cadeaux de Noël Vous maintenant. êtes sous le sapin. Trop bien. C'est ça. Mais je pense qu'avant, peut-être que les gens qui nous lisaient ne fréquentaient pas des gens qui auraient Oui, je forcément vois. lu ce genre de roman ou des choses comme ça. Donc de fait, on avait moins de on Et avait une oui, bien petite sûr. période sur décembre, C'était janvier. une période un peu plus creuse. Ok, j'aurais pas pensé, tu vois. Moi aussi, je pense Voilà. que j'aurais été surprise à votre place. Mais bon, maintenant, c'est un petit peu mieux maintenant, C'est le sur ces périodes. principal. C'est le principal. Et est-ce que justement, là, qu'on arrive doucement proche des fêtes, vous avez un peu des gros projets un petit peu surprises à nous annoncer, que personne ne connaît, des petites avant-premières, on ne sait pas. Alors, il y a pas vraiment d'avant-première. C'est-à-dire, j'en ai déjà parlé, mais peut-être que les gens du live ici n'en ont pas entendu parler. C'est vrai on a des sagas qui étaient un petit peu en fin de vie, dans le sens où elles existent depuis un moment. Elles ont rencontré leur public et on va essayer de leur donner une seconde vie dans un autre format. Ok. On réfléchit à une mise en place un petit peu du best-of, un peu de luxe du Chat Noir avec des grosses sagas qui ont marché, qui Génial. ressortiraient sous format intégral. Et on ferait ça en financement participatif. Voilà, je vais pas dire c'est imminent. Je pense pas que ça arrivera d'ici la fin de l'année, mais peut-être début 2021. Ok. Faut qu'on réfléchisse au visage de cette collection. Enfin, la collection existe, mais au visage de ces rééditions. Oui. Et si une fois que cette étape conceptuelle est faite, là, on pourra commencer à choisir des dates pour une campagne Ouais. et puis en parler aux gens. Donc voilà, ça c'est un projet qu'on a envie de faire parce que c'est des sagas qui ont encore beaucoup de potentiel, mais qui dans le format 3 tomes séparés pour une trilogie, financièrement pour nous c'est plus intéressant parce Oui. que il y a toujours un tome à réimprimer plus qu'un autre. Et oui, bien sûr. On met sur un roulement financier qui est plus avantageux pour nous. Ok. Donc il y a encore du travail de votre côté là pour le coup. Voilà, donc on va dire c'est la grosse pas surprise, mais Ouais, c'est le déjà pas gros mal. projet. Le reste c'est des sorties normales, on va dire. Ok. Ok. Et toi, en tant qu'auteur, du coup, tu as des projets qui arrivent prochainement. Qu'est-ce que tu nous Non, prépares? alors non, là du coup, j'ai le dernier tome de ma saga Elvira Time qui vient de sortir là. Ouais. Il est sorti mercredi dernier, enfin pas la semaine d'avant. Ok. Comme je dis aux gens, donc j'ai des projets, j'ai des idées, mais là j'ai besoin d'avoir un peu les retours sur ce dernier tome qui m'a mis beaucoup de pression pour tourner la page complètement en fait. J'ai D'accord. besoin de savoir Oui. si les gens ont bien reçu la fin ou pas. Et je sais que j'arriverai pas à écrire si je suis encore un petit peu accroché à Ouais. l'histoire. Donc Faut que tu j'attends un te petit peu sépares un petit peu après d'elle pour pouvoir exactement. passer à autre chose. J'ai envie de savoir que voilà le bébé est accepté du côté des lecteurs pour être serein. Et alors oui, mais après bon s'il est mal accepté, je pourrais rien y faire non plus. Il est déjà écrit, il est déjà sorti. Ça, c'est sûr. Les dés ne sont plus entre tes mains là. C'est fini. C'est le grand paradoxe, mais bon. Mais voilà, je pense que je serai plus tranquille une fois que j'aurai laissé passer ou 2 mois. Donc après, je vais me mettre dans un nouveau projet. Donc, je balance entre 2 idées. Je sais pas laquelle je vais prendre en premier. Je pense pas faire les deux en même temps. Oui. Et on va dire que j'ai d'autres projets derrière qui ont été abordés, mais qui sont moins présents et moins dans mes envies premières. Donc voilà, T'as encore j'essaierai. plein d'idées, quoi, finalement. Oui, oui. De toute façon, les idées, ça vient.
faut pas. L'aspiration, elle est partout. Oui, ça c'est sûr. Je suis d'accord. Ben, je rebondis là-dessus. C'est parfait. Merci pour cette belle transition. Quelles sont tes inspirations? D'ailleurs, tu écris où? Tu écris quand? Tu écris comment? Qui t'inspire? Dis-nous tout. Alors, au début, quand j'étais jeune, fut un temps, jadis. J'écrivais la nuit. Voilà, je me couchais à pas d'heure, j'écrivais la nuit avec de la musique dans le noir avec mon petit portable. Okay. Maintenant, je peux pas. Hein. Je suis pas tout seul, donc je peux. Oui. Donc maintenant, j'écris. On va dire les derniers tomes, je les écris un peu sur comme des heures de bureau en fait. Voilà, j'ai posé des jours et puis voilà, j'écris. Alors c'est beaucoup plus. J'aime moins, mais il y a un côté plus travail, on va dire, que bien. Mais voilà, pas mal en musique. J'ai vraiment souvent une bande son. Alors, elle est pas forcément rigide. Souvent les gens ils me demandent t'as pas des titres. Alors j'en ai écouté tellement, j'ai essayé de tellement tourner que des fois j'ai pas forcément des titres comme ça à utiliser. Mais voilà, donc la musique très important. Et alors j'écris. Alors c'est très bizarre. C'est que je vais passer beaucoup de temps à penser à l'histoire dans ma tête. Ouais. Alors c'est souvent quand je suis au volant, justement faire les longs trajets pour aller au salon, ça c'est parfait. Donc parce que j'ai de la musique encore et du coup je commence à écrire seulement une fois que la scène, voire tout le livre existe dans ma tête, mais avec la précision d'un film en fait. J'ai vraiment voilà. Et donc ça peut me prendre quelques années, hein, des fois, à juste réfléchir dans ma tête, et après je m'y mets à l'écrit. Ouais. Mais t'as presque besoin de le vivre finalement pour le retranscrire. Ouais. Si ça prend pas vie à ce point-là dans ma tête, je me dis que c'est pas une bonne idée et je garde pas. Ok, d'accord. Après il y a des idées que j'ai pas gardées qui réémergent plus tard. Là j'ai un roman qui est chez ActuSF qui s'appelle Lorsque nous étions morts. Entre l'idée de départ et le début où j'ai écrit, il s'est passé 6 ans. Ok. Et en fait, c'est une musique, une chanson qui m'a complètement débloqué, qui m'a fait vivre une scène. Et cette scène, je l'ai reliée à l'idée que j'avais eue 4 ou 5 ans auparavant. Et ça, le fil de l'histoire s'est complètement démêlé. Et voilà, il y a des idées qui je mets de côté, qui reviennent grâce à une inspiration inespérée. Ouais, ça revient plus tard. Donc parfois même les idées passées peuvent revenir de façon imminente, quoi. C'est génial, j'adore. Malheureusement, des fois, il y a des bonnes idées, je les note pas tout de suite et par contre, je les oublie, celles-là. Hop, ça reviendra dans 10 ans. Ouais, celles qu'on voudrait qu'elles reviennent, elles reviennent pas, par contre, ça. Ça, c'est toujours comme ça serait trop facile, sinon faut un peu pimenter tout ça. Des petites lignes de dialogue bien senties, ah ouais, elle est drôle, cette blague, ouais, mais je suis au volant, je peux pas l'écrire, là. Faudrait le dire à Siri ou je sais pas qui, là. Oui, voilà. C'est ça le nom, c'est pas Siri, c'est le dictaphone. Voilà. Et du coup, je sais donc que tu écris, que tu es auteur, je suppose aussi que tu es lecteur. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire une petite recommandation de ton dernier coup de cœur? Enfin, qu'est-ce que tu as aimé dernièrement qui t'a transcendé? Alors, comme j'ai dit, je suis pas un grand lecteur en dehors du travail. C'est-à-dire... t'as plus trop le temps aussi, je pense. Mais c'est pas une question de temps, je crois que c'est vraiment une question d'envie. C'est-à-dire que je passe tellement la journée à lire des textes. Bien sûr, c'est clair. Que ressortir un roman, j'ai l'impression de rester au travail. Et c'est surtout que, comme tu peux voir, j'aime bien l'univers ludique. Oui. J'aime bien, je pratique du sport. J'aime bien cuisiner. J'aime bien les jeux vidéo. T'as d'autres passions, oui. Tu peux pas tout faire sur 24 heures, c'est pas possible. Exactement. Et en plus, on va dire petit désagrément professionnel, c'est que quand je lis un livre, je suis beaucoup plus exigeant maintenant sur ma lecture. Et oui. Voilà, déformation professionnelle. Malheureusement, j'ai un peu le regard d'éditeur des fois, et ça me gâche un peu mon expérience littéraire. Ceci dit, le confinement m'a fait du bien. J'ai lu pas mal de choses, mais alors du coup, j'ai très peu de coups de cœur vu que je deviens exigeant. Donc après, alors j'ai une très mauvaise mémoire sur ce que j'ai lu et ce que j'ai aimé.
J'ai l'impression de ressortir les mêmes et je me dis mais est-ce que j'ai rien lu depuis ou est-ce que j'ai rien lu donc voilà. Non, mais c'est pas bien grave au pire. Revenons à des titres maintenant que vous avez eu un petit peu le contexte. Alors les titres que j'ai beaucoup aimés dernièrement, il faut que je me souvienne aussi du titre en question. J'aimerais bien t'aider, mais je suis pas dans ta tête, ça va être difficile. Alors déjà il y a eu pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie, Ok. publié aux éditions Akata, qui est, on va dire, ça tire un petit peu sur de la SF, mais c'est le concept qu'en fait, on peut vendre son espérance de vie Ouais. contre de l'argent. Et donc, c'est un jeune garçon qui est un peu arrogant et qui va découvrir ce système et qui pensait que sa vie valait énormément d'argent et il découvre que sa vie, en fait, vaut pas grand-chose. Et il va vendre tout ce qui lui reste d'espérance de vie, sauf 3 mois. Ok. Et en fait, il va se retrouver affublé d'une enquêtrice, enfin une observatrice, qui doit surveiller ses faits et gestes parce que en fait, quand les gens vendent la plupart de leur espérance de vie, on doit s'assurer qu'ils basculent pas dans le crime parce qu'en fait, ils savent qu'ils vont mourir bientôt, donc il faut quand même qu'ils restent Oui. Dans les rails un peu. dans le droit chemin. Voilà, Ouais. exactement. Et donc il y a tout un discours et une relation qui s'installe avec cette observatrice, un discours philosophique sur la vie, sur les regrets, les remords, et c'est vraiment très passionnant et c'est fait de manière très intelligente et en plus le scénario a vraiment des façons de rebondir qui étaient très inattendues. Alors, pour le coup, j'ai vraiment été surpris 2 ou 3 fois dans le roman sur voilà, c'est un très beau roman, donc je le Ok. conseille à tout le monde. Ouais, il a vraiment l'air chouette. Le Moineau de Dieu aux éditions Actu SF, j'ai vraiment adoré. Euh, c'est l'histoire de la première expédition euh, pour rencontrer un peuple extraterrestre Ok. qui était missionné par l'Église en fait. Donc c'est un peu le côté missionnaire où voilà les religieux vont rencontrer des nouveaux peuples et essayer de les convertir. Et en fait, cette première expédition, tout le monde est mort, sauf le prêtre qui faisait partie de cette expédition. Et en fait, il est ramené sur Terre et on sait qu'il y a quelque chose de terrible qui s'est passé là-bas. Il a été retrouvé, il a été accusé de meurtre là-bas. Il a été retrouvé dans un bordel, il se prostituait et en fait, ils essaient de savoir pourquoi. Et donc on va revivre la rencontre de ce peuple extraterrestre, la découverte, la mise en place de la mission, et tout ça est, est sous le thématique de la religion en fait, du divin, euh, pareil de manière très intelligente. Parce que dans la mission, il n'y a pas que des religieux, et donc c'est toujours des points de vue qui sont confrontés, et c'est pas quelque chose de pro-religieux. Euh, Moi, je suis athée de conviction, mais le côté foi, c'est Ouais, quelque chose qui m'impressionne. tout à fait. Et là, j'ai trouvé ça c'est très intelligent, c'est très sensible, et il y a, en termes de littérature et de science-fiction, il y a pas mal de rebondissements. Ok. Voilà, je conseille aussi. Et Bah, c'est déjà pas mal, attends. Et alors vraiment, je crois le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'est Que passe l'hiver de David Brie. Ok. Donc c'est aux éditions de L'Homme sans nom et c'est vraiment on va dire un roman très shakespearien dans un univers viking, très hivernal, avec des clans qui se rencontrent et il commence à y avoir des morts et des enquêtes et on s'aperçoit que il y a le poids du destin qui pèse sur les personnages. Voilà, c'est vraiment très shakespearien. C'est très bien écrit. On se croit vraiment dans un petit village isolé de forêt, de givre et de neige. Ouais, Voilà, c'est vraiment très très chouette. Et trop après, bien. ben, je vais revenir un peu sur le chat noir, mais voilà, vraiment un de mes gros coups de cœur littéraires, c'est La Plume de Vincent Tassi, voilà, qui a publié Apostasie, Loin de lui le soleil, Comment le dire à la nuit, aux éditions du Chat Noir. Mais voilà, je crois que Vincent, il pourrait écrire l'annuaire et ça serait Ouais. poétique. Ouais, c'est vraiment le plus gros coup de cœur littéraire, c'est Sa Plume. C'est même pas un de ses romans, c'est Oui. vraiment, Mm, mm. vraiment ça.
Voilà. Et on a la chance de travailler avec lui au Chat Noir, mais oui, oui, c'est clair. voilà, c'est à peu près. Il doit y avoir des coups de cœur que j'ai oubliés Attends, récemment. c'est déjà pas mal. Je pense que voilà. tout le monde a de quoi lire là pour au moins le week-end. Au moins le week-end. Alors en plus c'est pas forcément des livres très connus, on va dire. Donc voilà. Non, c'est clair. Je vois que sur mon écran, ils sont en train de me mettre un espèce de minuteur, donc je pense que le live va s'arrêter dans pas trop longtemps. Donc, avant que tout s'arrête. C'est ça, je crois que ça doit être 1 heure parce que je vois que ils veulent plus. Donc, juste avant que ça s'arrête, déjà, je te remercie d'être passé par ici. C'est vraiment génial. Pour toutes les personnes du coup qui sont arrivées entre temps, donc on a reçu Mathieu Guibé qui est un auteur et un éditeur aux éditions du Chat Noir. N'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'il fait, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur, parce que les éditions du Chat Noir proposent des textes incroyables. Et là, en ce moment, on est en train d'en lire un du coup avec le Boo Box Club. Et juste du coup, avant que tout se termine, est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter nous, de notre côté? La reprise des salons, ça serait vraiment le top. Bon, ok, bon, on te souhaite que ça reprenne vite en tout cas, et on espère. On souhaite en tout cas une très longue vie aux éditions du Chat Noir, parce que moi, en tout cas, personnellement, en tant que lectrice, j'aime énormément. Donc, j'ai été vraiment ravie de t'avoir avec moi sur ce live, et j'espère que tu as passé un bon moment aussi. Ouais, c'était très chouette. Merci à tous d'avoir suivi le live. Bon, il paraît qu'on a 9 vies en tant que Chat Noir, donc j'espère qu'on est là pour un petit moment encore. On espère aussi en tout cas. Et si jamais vous voulez prolonger l'expérience sur le compte du Chat Noir, on fait pas mal de live aussi, de rencontres avec les auteurs. Et on en a un dans 1 heure justement à 20h avec Fabien Clavel qui a écrit la saga Nixie Turner aux éditions du Chat Noir. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner au Chat Noir au compte Instagram. C'est clair, je ne peux que confirmer. Là, surtout s'il y a un live à 20h, c'est donc vous avez le temps de prendre une toute petite pause et de revenir. C'est parfait. Merci beaucoup à tous et puis à bientôt. Merci Mathieu, merci pour ce moment. Ciao. À bientôt, au revoir. Ciao.